Merci Mathieu. Alors Florent, pardon d'avoir oublié le nom. J'ai des trous comme ça, c'est la vieillesse. Ouais. Euh, Mathieu me présente comme un spécialiste de l'Asie du Sud-Est. J'aime de moins en moins le terme, les experts et spécialistes. Alors je suis un amateur, disons, voilà. C'est pas mal déjà. Un amateur qui essaie d'être éclairé, c'est pas facile. Et un grand connaisseur des Diaouis, des Malais, j'aimerais bien. Plus j'avance dans la connaissance de ce peuple, plus je me dis j'y comprends rien, que j'ai pas bien compris, que je suis pas à la hauteur de ce qu'ils m'ont apporté. Et c'est pas une politesse ou une courtoisie, c'est vraiment quelque chose que je pense. L'ethnologie, c'est ça en fait, c'est l'augmentation du doute. Bien. Enfin, je vais essayer de vous parler de quelque chose qui est inédit parce que je l'ai jamais fait avant sous cette forme. En tout cas, je remercie Mathieu et Florent de m'avoir demandé ça. Donc, ce que je vais dire est inédit et est important aussi puisque c'est la première fois que je vais faire une typologie aussi, un essai de typologie des types de festins cérémoniaux en Malaisie. Mais en fait, c'est un exemple, ça concerne non seulement ce que je vais dire, parce que la forme est très semblable au Laos, au Cambodge et en Thaïlande, chez les bouddhistes. Donc en fait, et en Indonésie aussi, donc il faudrait pouvoir, je suis pas connaisseur de un peu, mais pas au point de pouvoir en parler comme ça, mais comparativement, il faudrait qu'on puisse le traiter de plus tard avec d'autres, parce que à mon avis, oui, c'est intéressant de voir que ce que je vais présenter n'est pas limité à la Malaisie ou au Diaoui, Thaïlande du Sud, mais la forme peut varier un peu, mais sur le fond, structurellement, si vous voulez, c'est la même chose. Et ça relève principalement des sociétés, enfin le plus important, c'est parce que ce sont des sociétés hiérarchisées, c'est-à-dire stratifiées, donc en ligne politique verticale, si vous voulez, avec un pouvoir politique vertical de type royaume. Et ce sont des sociétés absolument holistes au sens de Louis Dumont, c'est-à-dire des sociétés collectivistes où l'individu n'existe pas en tant que tel comme aux États-Unis ou en Occident moderne, contemporain, mais existe simplement en tant que membre d'une famille, d'un groupe, d'une entité, d'une communauté, d'un collectif, quel qu'il soit, et qui d'ailleurs n'inclut pas seulement les êtres humains, mais également peut inclure, souvent inclut le monde surnaturel, le monde animal, la flore, les minéraux. Donc là, on retrouve les idées chères à Philippe Descola, l'autre Philippe. Et donc, je vais commencer par vous présenter un extrait de film. Maintenant, je vais passer à mon commentaire, enfin, ma causerie, qui essaiera de vous donner des éléments explicatifs de ce que vous avez vu, qui est un exemple, mais tout à fait intéressant. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien, et Mathieu a dit qu'on pouvait poser des questions absolument. Alors, par la messagerie, il n'y a pas de souci. Si vous avez la gentillesse, pour ce qui concerne les questions orales, d'attendre la fin de ma communication, parce qu'on a une demi-heure à peu près de possible. Alors, je vais peut-être déborder un peu, mais normalement, c'est une demi-heure de causerie de ma part et ensuite une demi-heure de questions-réponses, si on a envie. Donc, gardez plutôt vos questions pour la fin, parce que si je me lance, là, je vais lire, parce que si je lis pas, ça va partir en vrille. On va avoir 3 heures de causerie, sinon. Je suis obligé de me cadrer, et donc, si on me coupe, je vais perdre le fil. Mais bon, c'est sans prétention. Je vous remercie par avance. Alors, les Diaouis, qui sont-ils? D'abord, ce sont les habitants des provinces de Patani, Yala et Narathiwat, dans le sud-est de la Thaïlande péninsulaire. Donc sur la côte est orientale qui est ouverte sur la mer de Chine méridionale, à la frontière de la Malaisie. Ces musulmans de langue et de culture malaise sont au croisement de plusieurs grands courants culturels et sont les descendants des sujets de l'ancien sultanat malais musulman de Patani, conquis par le Siam bouddhiste, Siam renommé Thaïlande dans les années 30, à la fin du XVIIIe siècle. Leur organisation sociale est hiérarchisée, c'est-à-dire stratifiée,
très marqués par l'ostentation sociale. Leur système de parenté est indifférencié à tendance matrilinéaire, en dépit de l'islam présent dans cette région depuis le XIVe siècle, mais de manière superficielle, touchant surtout l'élite et les populations littorales et laissant la majeure partie de la population de l'intérieur à ses croyances et rites anciens. L'islam tel qu'il était encore pratiqué dans les années 1980 était syncrétique, très marqué d'animisme, d'hindouisme et de bouddhisme, et il ne s'est vraiment installé que depuis une quarantaine d'années à peine, avec un pic depuis 1993 et la venue de prosélytes venus d'Inde et du Pakistan qui ont financé par le Moyen-Orient, qui ont commencé à faire que l'islam intégré s'installe depuis peu, mais de manière irrévocable, probablement. La séparation définitive, brutale d'avec leur matrice d'origine a engendré chez les Djaouis l'existence d'un conservatoire culturel du monde malais ancien, dont ils sont représentatifs en bien des aspects, notamment pour ce qui concerne les technologies rituelles et symboliques. Donc c'est à ce titre que les Djaouis, que je donne comme exemple, valent, parce qu'ils représentent aussi, au-delà d'eux, ils forment une population de 3 millions de personnes, c'est pas énorme, mais ils représentent pratiquement tout l'ancien monde malais péninsulaire, c'est des millions de gens, et culturellement, au-delà du nombre, culturellement, c'est très important. Et ces aspects du monde malais contemporain ont disparu avec la mondialisation et le développement, en bien des aspects aussi, donc le témoignage des Djaouis est d'autant plus important. D'autre part, l'existence d'une guérilla endémique sanglante depuis la conquête siamoise fait que la région est en quasi-état de guerre civile depuis surtout le début du XIXe siècle, avec des pics du début du XIXe et surtout avec des résurgences au début du XXe, avec des pics plus aigus par période, et c'est le cas actuellement depuis quelques années. C'est assez chaud en ce moment. Cela amène à une insécurité constante au quotidien. De ce fait, l'absence de l'autorité gouvernementale ou le refus de celle-ci par les habitants rapporte la région de Patani à une société sans État, marquée par le féodalisme, c'est-à-dire à la vacance du pouvoir régalien et à l'émergence de fiefs tenus par des potentats locaux, ce qui a permis le maintien d'une institution essentielle de l'ancien monde malais, celle des grands hommes. Ogessa en Djaoui, Orang Besar en malais. Guerriers charismatiques, protecteurs autant que parrains, issus des anciens aristocrates et gardes royaux et proches des cercles de pouvoir disparus. L'ostentation sociale très marquée chez les Djaouis prend par exemple dans une cérémonie de mariage la forme d'une compensation matrimoniale très élevée, jusqu'à atteindre des sommes impossibles à rembourser, et le festin cérémoniel nommé Kuduri en Djaoui, Kenduri en malais, peut accueillir plus de 2000 invités, comme il a été dit dans le film, dans des familles relativement pauvres. Le terme Kenduri, provenant du persan kundur, l'encens, enfin d'après les dictionnaires étymologiques, désigne l'ensemble des offrandes rituelles et des invocations, prières, transes qui font partie de toute cérémonie, y compris les grands festins de mariage et d'entrée dans l'islam. La fumée de l'encens et du benjoin accompagne toutes les opérations rituelles. Mais lorsqu'on se rend à un Kuduri, terme de référence, on dit qu'on va makepullo, c'est-à-dire manger du riz gluant, ce qui est en quelque sorte le terme d'adresse. Ceci pour marquer l'importance du riz gluant réservé aux festivités, alors que dans la vie quotidienne, on mange du riz blanc. C'est l'inverse au Laos, où le riz gluant est mangé quotidiennement et le riz blanc lors des festivités. Le riz gluant, en Asie du Sud-Est continentale et insulaire, est assez rare, plus rare, il contient plus de gluten, plus rare que le riz blanc, et il est dans la mythologie, dans la symbolique, si vous voulez, la fonction symbolique, il est assimilé symboliquement à de la chair humaine, à l'homme, et à la virilité en particulier, c'est-à-dire à l'homme en tant que mâle, alors que le riz blanc est associé, en tout cas chez les Djaouis et les Malais, plutôt au corps de la femme, à la carnation, c'est la chair humaine, mais de la féminité. Donc,
Manger du riz gluant, c'est manger aussi un homme. Hein, il faut s'en rappeler pour la suite. Le kodori de funérailles est encore plus onéreux. Le kodori, c'est-à-dire le festin, hein, vous avez bien noté. Car la famille du défunt doit accueillir et nourrir parents et amis et éloignés pendant 1 semaine, 7 jours. Puis elle organise en outre au 7e jour un grand festin cérémonial durant lequel sont consommés des dizaines de poulets, canards, chèvres, vaches ou buffles, en montant par ordre ascendant, offert aux centaines de personnes, sinon milliers de personnes, venues honorer le défunt et sa famille. Évidemment, plus le défunt est important, plus il y a de monde. Ça, c'est universel. Tout kodori ou festin cérémonial impose le sacrifice et la consommation de buffles, ou bien, par défaut, pour les festins les plus modestes, par ordre descendant, mais pour une même valeur symbolique de substitution de vaches, c'est-à-dire en fait des taureaux, mais si je dis taureau, c'est moins visible, c'est moins expressif. D'abord, ils choisissent des taureaux, s'il n'y a pas de taureaux, ils prennent des vaches, s'il n'y a pas de vaches, ils prennent des veaux, mais les taureaux en particulier en premier, mais les buffles d'abord, puis chèvres s'il n'y a pas de vaches, canards s'il n'y a pas de chèvres, poulet et à minima œufs de poule. La raison est que dans toute l'Asie du Sud-Est continentale comme insulaire, et les Jawi et les Malais n'y font pas exception, alors quand je dis toutes, c'est l'Asie continentale et insulaire, tous les pays, toutes les sociétés, qu'elles soient bouddhistes, chrétiennes, animistes, musulmanes ou hindouistes, etc. Dans ces sociétés, dans toutes ces sociétés, le sacrifice, à part quelques rares bandes de nomades, de chasseurs-collecteurs égalitaires, la question se pose moins ou pas. La majorité de c'est ça. Le sacrifice d'un buffle représente celui d'un humain dépendant. Alors je dis représenté parce que symboliquement ça reste, mais on ne le pratique plus, heureusement. Si on l'a pratiqué très probablement. Donc on sacrifiait, on tuait un esclave ou un prisonnier de guerre. En Patanie, les sacrifices de buffles d'Asie, s'appellent Bubalus bubalis, coûtent très cher. Les buffles qui sont de plus en plus remplacés par des vaches mandalongues australiennes issues de croisements réalisés dans les années 60 entre des zébus indiens, vaches brahmanes qu'on appelle Bos taurus indicus, et vaches charolaises venues de France, Bos taurus taurus. Alors j'ai pas trouvé l'espèce, la sous-espèce pour les charolais, mais enfin vous connaissez les charolais. C'est une grosse vache blanche, la très bonne chair, paraît-il. Entre autres variétés, ils mélangent avec d'autres aussi, mais je les ai pas, notamment quelques anglaises, etc. Ces bovins coûtent cher, moins cependant que les buffles massifs, le buffle on appelle kuba en diaoui et kolbao en malais, qui fournissent plus de viande. Mais par rapport à leur poids, les vaches qu'on appelle lomu en diaoui et lembu en malais coûtent en réalité plus cher que les buffles. C'est cependant la viande des buffles, connue depuis des siècles, qui est la plus appréciée, mais ils deviennent rares maintenant. Pourquoi? Parce que ils étaient utilisés aux travaux agricoles et on remplace par des motoculteurs Yamamoto, donc ou Toyota, ou je sais pas quoi, ou Honda. Donc évidemment, les buffles, c'est comme les chevaux en France, disparaissent, comme les éléphants en Thaïlande, etc. L'omniprésence du lait de coco comme ingrédient principal que vous avez vu pour cuire la viande dans les caris. Curry, on dit pas le curry, on dit kari, c'est un mot indien, à l'origine est malais. Les caris cérémoniels pour la cuisson de la viande, et donc le traitement des noix de coco ouvertes en deux puis râpées avec la corée, la râpe à coco qui marque le début de tout festin. Cette omniprésence de la noix de coco a certainement à voir symboliquement, outre le strict aspect gastronomique, parce que c'est très bon, et historique, parce que le cocotier est natif de l'ère Indo-Pacifique et qu'on en trouve partout, avec la rémanence, donc à avoir probablement avec la rémanence des rites et croyances liées à la chasse aux têtes, répandue jadis, et quand je dis jadis, il y a encore pas très longtemps, hein, pour certaines aires, on coupait encore des têtes à Bornéo dans les années 70, faut pas le dire, mais c'est quand même la vérité. Dans toute cette ère, de l'Inde du Nord à l'Océanie, on pense au Naga d'Assam, par exemple, c'est un exemple, et partout ailleurs, en Océanie, on coupait aussi les têtes, en Nouvelle-Guinée, etc. Mais toute l'Indochine le faisait, le monde malais ancien, etc. Alors, les noix de coco sont ainsi également présentes sous une forme ou une autre dans tous les rituels, grands et petits, par l'eau de coco, l'eau lustrale,
qui est stérile, par exemple, pour nettoyer les nouveau-nés, la parturiente, la poste parturiente, on la nettoie avec du lait, parce que c'est stérile, l'eau de coco, celle qu'on trouve dans la noix, et on utilise aussi les feuilles du coco pour les rituels, etc. Enfin, on utilise tout, en fait. Comme tout est utilisé dans la noix de coco, c'est l'arbre, on l'a dit dans le film, au 107 usage, pas 1000, 107 précisément, comme le palmier à sucre, Borassus flabellifera, exactement, on utilise tout. Alors, les types de festins, dans une société rurale où traditionnellement les gens vivaient de façon très frugale, sans manquer de rien cependant, mais ils mangeaient peu de viande au quotidien, les grands festins ponctuent les grands événements de la vie quotidienne et relient les gens dans une société absolument holiste et à très forte pression sociale qui exclut l'intimité personnelle. Alors, je parle de grands festins où les gens mangent, se régalent de viande mais finalement, la Bretagne, la Normandie de mon enfance, c'est pareil. Les gens mangeaient peu de viande rouge dans la semaine et même dans l'année. Enfin, ça arrivait, mais chez les gens les plus pauvres, les plus simples, notamment dans le monde rural et lors des communions, des baptêmes, c'est exactement la même chose. Il y avait, on bafferait, on se gavait, c'était extraordinaire. Les repas duraient des heures, c'est très semblable. Ces événements sociaux se tiennent surtout durant la saison sèche et chaude de janvier à peu près à juin. Après les grands travaux du riz, de janvier, février à mai-juin, je dis 2 mois parce que c'est des mois lunaires, c'est des périodes, leur calendrier est lunaire, donc c'est pas comme exactement comme le nôtre. Ces événements peuvent être très réguliers et attendus, comme par exemple le festin réservé aux grands hommes, donc les grands hommes qui sont les guerriers, ou bien celui du riz nouveau qui s'appelle Nassik Barou, après la récolte et la montée au grenier du grain moissonné, alors avec une seule récolte par an. Hein, donc c'est de la riziculture inondée, mais pas irriguée. Ou de la riziculture par essartage aussi, parce qu'il y a les deux chez les Njawi, c'est-à-dire sur pente avec ce qu'on appelle la riziculture sèche. Après la montée au grenier au mois de mars ou avril, les familles organisées en effet, je dis organisées parce que ça devient de plus en plus rare depuis le milieu des années 90 avec le renouveau plus orthodoxe de l'islam, si vous voulez, un grand kondouri en l'honneur du riz nouveau, c'est-à-dire lors de la montée au grenier, quoi. On engrangeait le riz et puis on faisait une fête, un peu comme partout dans le monde, je pense. En outre, chaque famille prépare à cette occasion du riz soufflé, qu'on appelle bogete, et du thé, qu'on appelle cha, qu'elle offre aux visiteurs, et les prieurs du village, le bar, vont de maison en maison pour bénir le riz. Donc il y a à la fois ces promenades de propitiation, de bénédiction dans le village pour que tous les greniers soient bénis, qu'il n'y ait pas d'incendie, qu'il n'y ait pas non plus de disette et qu'il n'y ait pas non plus d'attaque de souris ou je ne sais pas quoi, et que l'année prochaine, la moisson soit aussi belle, sinon plus. Mais en plus, il faut remercier les divinités. Bon, évidemment, il y a leur dieu principal, mais il y a les génies, il y a toutes les divinités annexes qui sont issues du panthéon, des panthéons antérieurs et qui restent présentes à un degré ou à un autre. Et donc, on les remercie, ces divinités, par un grand festin que les hommes consomment, mais qui sont offerts aux dieux. C'est un sacrifice en réalité. Et quand on parle de sacrifice, puisque Mathieu a parlé de sacrifice en introduisant ma causerie, effectivement, ce sont des sacrifices qui requièrent une hiérarchie, qui requiert des divinités supérieures, des humains et des inférieurs qui sont les dépendants. Combien? Qu'est-ce que quoi? J'entends rien. Ah oui, le PDF, absolument. Merci Mathieu. Chargé. Voilà, c'est ça. Alors moi, PDF 2. On voit un peu. Voilà, pardon, hein, parce que c'est pas facile de faire tout le boulot en même temps. Ça devrait. Ça va marcher. Merci Mathieu, j'y pensais même plus là. Il convertit là. J'espère que ça va marcher à chaque fois.
Alors j'ai mis quelques diapos pour illustrer, mais parce que la plupart de mes photographies sont pas ici. J'en ai des milliers, mais elles sont pas digitalisées. Elles sont en diapositive ou en papier. J'ai pas tout traité. Alors j'ai pas beaucoup d'images pour l'instant de mariage ou de festin, alors que j'en ai des centaines. Je suis désolé de ça, mais c'est en Bretagne, donc un peu plus de mal. Alors il rame un peu là le truc là, non? Bon, je vais continuer. Vous voyez quelque chose apparaître? Ça y est, apparemment ça marche. Voilà, super. Donc, j'en étais où moi? Voilà, donc on fait ces bénédictions, ces grands festins pour remercier les divinités, propicier la suite évidemment. D'autres grands événements peuvent être exceptionnels quant aux dates, même si leur existence est assurée, évidemment. C'est le cas des festins de funérailles, donc, et dans une moindre mesure des festins de naissance, de mariage, de circoncision pour les jeunes hommes et d'excision autrefois. Désormais, c'est les cérémonies de percement des oreilles pour les jeunes filles. En fait, c'est l'apparition des premières règles qui marque l'entrée dans l'âge adulte pour les jeunes filles, parce que l'excision aujourd'hui est pratiquée presque partout quelques heures après la naissance. Dans une moindre mesure, en effet, je dis par rapport aux événements des funérailles, des festins de funérailles, parce que les dates retenues pour les célébrations de circoncision de mariage peuvent être relativement décalées, choisies par les devins de toute façon. Les familles peuvent réserver les cérémonies, l'organisation des cérémonies à une période plus facile pour elles, tandis que quand il y a des funérailles, c'est pas possible, quoi. Voilà. En général, les cérémonies se passent, c'est normal, après les grands travaux du riz, donc après le mois d'avril, c'est-à-dire pendant la période de la saison sèche et chaude, où il y a moins de travail, parce que le travail des labours reprend qu'au mois d'août. Donc, ils ont quelques mois où ils profitent, puis il fait beau, il pleut pas trop, donc on peut faire des fêtes dehors, et donc ils profitent en général. Il y a parfois des fêtes hors cette période, mais en général elles sont concentrées. Là encore, c'est un universel, je pense. Et ces cérémonies sont parfois repoussées pendant des années tant elles coûtent cher. Alors, comment je fais pour avancer? Ah oui, voilà. Donc, présente des... Alors, l'organisation des festins publics offerts dans un village lors des anciennes et fameuses danses magiques, parce que les festins peuvent être organisés pour des danses magiques. Ces danses sont devenues très rares. Elles durent souvent 3 nuitées successives, c'est-à-dire de la tombée de la nuit à 5-6 heures à 6 heures, vers jusqu'à 2-3 heures du matin. Et on remet ça la nuit d'après, la nuit ensuite. Et telle que, par exemple, la danse magique Belier en diawi, Belian en malais, ou celle qui s'appelle le Noro en diawi, qu'on appelle le Manora en thaï, spécifiques à la Thaïlande du Sud, sont des danses issues à l'origine des chasseurs-collecteurs Negrito, enfin Orangasli, les pygmées, qui ils vivent dans cette région du nord de la Malaisie et du sud de la Thaïlande, qu'on ne trouve pas ailleurs en Malaisie. Alors, l'organisation de ces festins pour les danses magiques est également difficilement prévisible, parce qu'il s'agit autant de spectacles que de célébrations thérapeutiques complexes qui mêlent d'ailleurs les officiants, des danseurs, des musiciens, hommes et femmes, mais surtout bouddhistes et musulmans. C'est-à-dire, c'est la réalité de leur quotidien, parce que dans beaucoup de villages sont mixtes chez les Djawi, puisque c'est une terre siamoise et bouddhiste, autant que malaise et Djawi et musulmane, quoi. Et ces danses sont mises en route lors de cas cliniques complexes, difficiles, nécessitant des niveaux supérieurs d'intervention, notamment en cas d'hystérie, de maladies schizophréniques provoquant des hallucinations, ou encore de crise d'épilepsie, résumée par le terme gilobabi, c'est-à-dire folie cochon. Ensuite, il y a les festins sacrificiels de prestige, proprement dit, qu'on appelle gubé. Il existe ces festins assez rares, qui sont organisés lors de sacrifices purement symboliques afin pour les
organisateurs de prendre de la face, parce que ça coûte cher, on dépense, donc c'est une sorte de potelade, d'obtenir du prestige, et ces festins sacrificiels purs sont interdits aux non-musulmans, ce qui n'était pas forcément le cas avant, autrefois. Il s'agit donc du goubet en diawi qu'on appelle zorban ou gourban, mais c'est plutôt zorban en malais, ça vient évidemment de l'arabe, du monde arabe, donc de l'islam probablement. Alors ils sont organisés, ces goubets, lors des fêtes Hari Raya Poso, c'est-à-dire c'est la fête de la fin du jeûne de Ramadan, la rupture du jeûne final, quoi. Le Ramadan qui s'appelle Poso. Alors la date du Ramadan varie chaque année en fonction de la lune, donc vous le savez. Donc ces sacrifices ont lieu tout au long de l'année, selon l'époque, selon l'année qui est concernée. Et elles sont aussi organisées, ces sacrifices sont aussi organisés au mois de juin, fin juin, début juillet, là aussi ça dépend de la lune, avant la fête dite Hari Raya Haji, c'est la fête des pèlerins, car tous les pays musulmans ont la possibilité d'envoyer un quota de pèlerins à la Mecque, mais comme il y a trop de monde à la Mecque, ils établissent des quotas par pays, et pour Patani, c'est début du mois de juillet. Donc, on organise évidemment la fête un peu avant pour encourager, fêter, parce que c'est un honneur, et en même temps, c'est une dépense colossale. Le goubet, gourban ou zorban, donc en malais, consiste en un sacrifice généralement d'un ou plusieurs taureaux. Alors évidemment, quand je dis ça, il y a aussi du riz, il y a aussi des accompagnements du riz, comme dans le film, vous avez vu. Hein. Mais on parle de plat principal. Ces taureaux sont spécifiquement des mâles, intacts, sinon parfaits de la tête aux pieds, base d'un repas rituel auquel sont conviés par l'organisateur ou le groupe d'organisateurs les hommes que l'on souhaite honorer. C'est l'exemple type d'une dépense ostentatoire créatrice de prestige social. Ce repas rituel est réservé aux musulmans. Si un non-musulman consommait de la viande du taureau sacrifié pour un goubet, le sacrifice serait annulé, serait vain. Ensuite, le deuxième autre cas de sacrifice prestigieux qui est interdit aux non-musulmans, c'est le neko, ou sacrifice de la naissance, de même type que le goubet. Et ce neko est organisé en général en l'honneur de la naissance d'un fils. Dans le dire, dans les explications, ils disent que les filles peuvent bénéficier du neko aussi, la naissance d'une fille, mais dans les faits, j'ai jamais vu. Toutefois, bon, d'abord, j'étais pas là, 3 millions de personnes, j'ai pas pu suivre tout le monde en même temps, même si je suis resté près de 10 ans, mais enfin, il est très probable que jadis le Ngenko concernait aussi la naissance d'une fille ou d'un fils, et parfois le Ngenko est organisé le jour du Hari Raya Haji, se combinant avec un goubet, ce qui explique que ce soit interdit aux musulmans. Mais probablement c'est plus ancien. Chaque année aussi, à la veille du début de Ramadan, donc le Ramadan c'est Hari Raya Poso, cette fois c'est pas à la fin, c'est à la veille, juste avant le commencement du Ramadan, donc la date change tous les ans, a lieu le festin dit des grands hommes, Orelsa, réservé aux élites, chefs de village, grands hommes. Les grands hommes, c'est les grands guerriers, le type expliqué par Godelier pour l'Océanie, etc. Chefs de bande, etc. Il y avait des policiers, il y avait des guerrieros, des chefs de guérilla, et à des invités triés sur le volet, dont votre serviteur, où j'étais systématiquement invité de 88 à 97 à toutes les cérémonies. On est peu nombreux, hein. Et depuis aussi, mais moins systématiquement, parce que j'y vais moins. Il se tient ce festin en général à la nuit tombante. La préparation a commencé depuis la veille, toujours dans un très beau site naturel, souvent près d'une rivière. C'est toujours sur de l'herbe, c'est joli, il y a des arbres, enfin, c'est vraiment toujours des beaux sites. Les invités sont lourdement armés d'armes personnelles, Smith & Wesson, enfin je fais pas de pub, hein, Beretta et autres. C'est pistolets semi-automatiques ou revolvers de calibre 38 en général, et des AK-47, des M16 et tout ce qu'il faut, parce qu'ils sont amateurs des fusils à pompe, c'est pour les plus modestes, faut pas rigoler. Alors, ils sont tous armés. Leurs épouses aussi. Tout le monde se pose sur des très belles nattes de pandanus ou de joncs très, très agréables parce qu'elles sont. Et on consomme de la bière de palme, donc tour, qui est fait à partir du jus récolté du palmier à sucre qu'on chauffe, puis ensuite on le fait fermenter et ça saoule très vite. Ça ressemble à de la bière de riz. Hein. Ça peut monter à 4, 5, 6 degrés quand même. Quand on en boit beaucoup, ça saoule très vite. Bon, ça dessoule dès qu'on mange, mais c'est quand même. Alors ça, c'est très ancien.
Et on écoute un orchestre rituel de Dikeolu. Alors c'est Dike, c'est normalement en malais Dikir, c'est les louanges à Allah, sauf que là c'est pas vraiment ça, c'est plutôt les chants du Sud, et c'est plutôt grivois, voire érotique, souvent très critique socialement, politique, etc. Alors l'orchestre est composé d'un gong à bosse suspendu, de tambours, de cymbales, d'un haut bois. Les chanteurs se relaient, improvisant des chants alternés, etc. Souvent grévois, donc le plus souvent. Un buffle est sacrifié, un carré de buffle s'appelle le goula kuba, est préparé avec de grandes quantités de riz. Le service est fait par les épouses. Ah ben, je vais pas y arriver. Et quelques autres. Et puis les hommes s'enivrent et dansent, etc. Et puis à la fin, donc je résume, à la fin, à l'aube, ils vont tous lever leurs armes, et tirent en l'air comme dans une fantasia sauvage improvisée qui est clôture du festin, et ensuite on rentre dans le ramadan. Il y a un autre type de cadeau qui concerne l'entrée dans l'islam, dans l'âge adulte, et qu'on appelle aussi makepulo, comme pour le mariage. Alors ce repas pour une entrée dans l'islam en Malaisie, par exemple à Pahang, est interdit aux non-musulmans, alors que chez les Jawi, c'est ouvert aux non-musulmans, comme ça a toujours été le cas ailleurs. Autrefois, les cérémonies d'entrée dans l'islam, les Djawis sortaient en procession une représentation de dragon à tête d'oiseau. Alors, il faut que j'avance mes diapos, moi. Alors ça, c'est des bateaux très jolis. Il faudrait... Attendez, que je trouve le... Le problème, c'est que... Je vais revenir après vers les... Que je vous montre le... Tu peux pas faire dérouler, toi, les photos? Non, tu peux pas? Non, il faut que ce soit moi. Ah, attendez, je vais revenir. Non, ça, c'est des grands hommes. Ah, voilà, c'est ça. C'est cette. Alors, la photo est rare, là. Alors, c'est un oiseau qui s'appelle Gagoso, c'est un dragon d'origine hindoue. Cette coutume nommée Balago Burung se raréfia au point que cet oiseau ne fut plus sorti que pour montrer des costumes traditionnels des Djawi aux visiteurs de Mars. Les monarques thaïlandais en visite. Depuis 40 ans, c'est plus utilisé que le jour de la fête musulmane des pèlerins Hari Raya Haji en juin-juillet. La date de cette fête, c'est ça qui est le plus important. Donc c'est le, je sais pas si c'est l'équinoxe, non, c'est les grandes, c'est quoi en juin-juillet, c'est les, il y a un cycle. Bah si, c'est la Saint-Jean, c'est l'époque de, c'est l'été quoi, c'est le, non mais c'est pas l'équinoxe, c'est le, hein, le solstice, c'est ça. Alors, on est sous les tropiques, il doit y avoir des variations, mais enfin, je pense qu'il faut approfondir ça. La date de cette fête coïncide avec celle de la cérémonie de la bénédiction de la mer, Pujo Pata, ce qui correspond au grand pardon breton un peu, et le jour du Hari Raya Haji et celui du Goubet dont j'ai parlé, du sacrifice musulman. Alors autrefois, à la même époque, était organisée de même la bénédiction de la rizière dans les populations de l'intérieur, qui s'appelle Pujo Bene chez les Djawi, et dans les deux cas, un grand coloré est préparé avec un sacrifice spécifique d'un buffle blanc, cette fois, albinos, donc rare. Alors toujours, le blanc est réservé aux souverains, aux rois, hein. Cette coïncidence dans les festivités semble liée pour moi à une réminiscence de l'ancien culte de Shiva que l'on retrouve, donc hindou, que l'on retrouve dans la forme du pommeau du Christ, ces arts magiques du monde malais. Le Christ de Patani, vous en avez un à la fin, je vous en ai mis un. C'est Shiva en fait. Ah merde, on voit le... ah là là, pourquoi il... Ah oui, il veut pas? Bizarre. Ah oui, il charge, tu crois? Alors on va voir un, j'espère qu'on va voir, apparemment on va voir un Christ, bon sinon je vous en montrerai après, qui a la forme de tête de Shiva. Parce que c'est par le sacrifice d'un buffle blanc que la femme de Shiva donc peut ressusciter les morts et elle est invoquée. Si certains Djawi aujourd'hui emmènent leur fils faire circoncire à l'hôpital, la grande majorité des garçons continuent d'entrer dans l'islam dans l'âge adulte à la façon traditionnelle avec le circonciseur villageois. Et donc, les Djawi organisent une cérémonie traditionnelle avec le lourd appareil animiste ou hindouiste qui est lié, ou bien une cérémonie plus moderne, suivant les canons musulmans. Alors j'ai assisté en près de 5 ans à l'époque à des dizaines de mariages et de cérémonies d'entrée dans l'islam, et seulement à 3 circoncisions complètes traditionnelles.
Donc ça disparaît pas, mais ça requiert beaucoup plus d'argent, de savoir et de temps et de participation de spécialistes, donc c'est plus difficile, il y en a de moins en moins. Alors, autrefois, la cérémonie de la circoncision était naguère encore précédée d'un ondoiement rituel à la pagode bouddhique semblable à celui de la naissance. Le festin a lieu une journée avant la circoncision pour que l'enfant profite de la fête. Sacrifice de taureaux, centaines de personnes comme pour un mariage. Alors, hein? Ah bon, oui. Bon alors le mariage, bon en même temps c'est pas grave puisque le mariage, je l'ai décrit ici, mais vous l'avez vu dans le film assez clairement comment ça se passe. Donc là je détaille un peu. Alors ce que je peux dire c'est que la personne qui est invitée de marque, moi j'ai pratiquement jamais mangé à une table, toujours par terre parce que j'étais invité d'honneur à chaque fois, pas toujours mais souvent. Et on nous sert. Là, on sert pas du riz blanc comme les autres. Les autres, ils mangent du riz blanc. Nous, on mange du riz gluant. C'est comme ça, c'est l'honneur. Alors, le riz gluant, donc je dis c'est de la chair humaine, est donné en contrepartie. Alors, j'avais détaillé, mais j'ai pas le temps, mais c'est énorme ce que demandent les gens. Ce que ça coûte aux familles, des fortunes. Ils s'endettent à mort. Parce qu'il faut qu'ils rendent un contre-don en pièces de monnaie et surtout en riz gluant qui porte bonheur, un peu comme les dragées, quoi, pour nous. Donc, il faut qu'ils en donnent à chaque famille qui repart. Et puis, il y a les festins de funérailles. Alors, je mentionne juste, et je termine sur ça, tu t'inquiètes pas, j'ai terminé. La famille du mort, on envoie, dès qu'il y a quelqu'un mort, on envoie des émissaires. Bon. Aujourd'hui, c'est par téléphone, mais pendant 7 jours, on attend les gens parce qu'ils peuvent venir de très loin. Alors évidemment, international, peut-être pas, mais en tout cas, ils viennent parfois de la péninsule malaise, de Singapour, etc. Alors, il faut des centaines, voire des milliers de personnes viennent pour honorer le mort. Même chez les gens assez simples. Hein. Il faut compter environ entre 100 et 500 personnes par jour qui viennent, qui restent environ une demi-heure pour honorer. Alors, seuls les hommes pris, la contrepartie, le jour du décès, la famille doit rendre en contre-don en porte-bonheur à chaque visiteur, homme et femme, une assiette de riz gluant cuit et 30 bahts par couple. Ça, c'est pour payer le transport de retour, en fait. Donc, c'est la famille qui doit payer ça. Les jours qui suivent, tous les jours, la famille doit préparer beaucoup de riz blanc pour les repas, du riz gluant pour les présents, des mets à offrir aux visiteurs, aux parents, chaque jour. Et au terme de cette période, à la nuit du 7e au 8e jour, les parents du défunt organisent en plus un festin, donc de type mariage makepulo, qu'on appelle le Keduri Tujuari, c'est-à-dire le festin du 7e jour, avec sacrifice d'une vache ou d'un taureau, d'une chèvre ou de poulet ou de canard selon la richesse de la famille. Alors, lors d'un de ces festins funéraires, moi en 92 c'était, 50 poulets ont été sacrifiés par une famille pauvre. Hein. Achetés chacun au prix de 29 bahts le kilogramme pour un poids moyen de 1,5 kg, soit plus de 5000 bahts en sus d'une somme de plus de 10 000 bahts dépensés en contre-don pour les visiteurs, en leur donnant des billets pour... Le salaire d'un site, alors, c'était de 5000 bahts par mois. Et c'était très, très bien doté, ils étaient riches, quoi. Les amis et les voisins, les maires, par exemple, de village, touchaient 900 € par mois. Vous voyez le rapport. Les amis et les voisins y contribuent aux frais à hauteur de 6000 bahts, sans compter les mesures de riz décortiqué, de riz gluant, de sucre, des gâteaux, les fruits, le thé, le café, le noix d'arrêt, parce que les feuilles de bétel, les chics de feuilles de bétel sont mises à disposition dans des petits paniers dans des kondouri, et les cigarettes et le tabac, les cigarettes de papier, c'est du Nipa fruticans, le palmier d'eau, et les chics de bétel et de la feuille de bétel et de la noix d'arrêt, donc qui sont des antalgiques, etc. J'ai fini, mais parce que ouais, ça va, il reste du temps pour les questions. Ouais. Alors, donc ça coûte énormément et pour éviter de faire dépenser trop d'argent aux gens, les amis proches évitent de venir, viennent prier, mais ils évitent de rester manger pour économiser un peu parce que les familles se ruinent littéralement. C'est somptuaire, c'est colossal. Alors, plus on est riche, plus on va dépenser des fortunes. C'est même pas des tombeaux qui construisent, parce que c'est des cimetières, c'est des tombes très simples en terre avec juste une pierre tombale qui marque la position de la tête. Donc c'est très simple, mais c'est la somptuosité, le prestige se marque par la dépense éphémère, le potlatch. On
on invite des milliers de personnes, on les nourrit, parce qu'on est puissant, etc. Et c'est ma conclusion, c'est que les nombreux festins, tous les différents types que j'ai évoqués ici des Djaouis sont autant de phénomènes sociaux où s'expriment donc toutes les institutions sociales, ou presque. Ces phénomènes, ces festins expriment en particulier l'ostentation sociale afin de prestige, donc qui est la base de leur société, et engendre à rebours par la dépense de sommes, alors énormes, c'est même pas assez, quoi, colossales, de trop nombreuses occasions dans l'année, la nécessité d'emprunter à des usuriers, souvent des Chinois, le plus souvent c'est eux, c'est les Chinois, à des taux prohibitifs. Alors c'est toute l'Asie du Sud-Est, retenez bien le chiffre, il faut voir, à la préhistoire ça devait être pareil, c'est 20%, l'intérêt de 20% par mois, irremboursable. Donc ils tombent en esclavage, l'esclavage pour dette qu'on appelle l'esclavage interne, dont la raison principale et numéro 1, c'est l'endettement, donc, que Alain Testard a bien traité dans ses ouvrages. Ce qui revient à une forme de potelage, tout ça ruineux, c'est-à-dire de dépenses de pression. On se ruine littéralement en public, on devient pauvre, mais en fait, on devient riche de prestige, et c'est un peu, je suppose, la mécanique qui a été mise en route à l'époque du mégalithisme. En tout cas, c'est moi ce que je pense, puisque le mégalithisme, pour moi, c'est des démonstrations ostentatoires de despotisme et de puissance d'un homme en particulier. Et là, on retrouve tout à fait ça, parce que c'est créateur de prestige, donc d'une richesse sociale finalement exprimée autrement. Un homme important, donc un aîné, a beaucoup de vassaux et d'obligés, ses cadets qui l'honorent en l'appauvrissant à son immense plaisir. Il les remercie pour ça, et moi je vous remercie de votre attention. Voilà. Si vous avez des questions. Merci Pierre pour cette belle présentation et pour également les précisions que tu as données sur le déroulé du banquet. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas sur si tu peux en profiter pour monter d'autres images. Oui, attends, je vais revenir à... Il marche pas très bien ce truc. Ouais, c'est pas grave. Alors ça, c'est... je laisse lire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas par chat ou de prendre la parole. Moi, j'avais apprécié, du coup, je me permets de prendre un peu la parole. C'est-à-dire que ce qui était intéressant dans ta présentation, c'était le déroulé et la temporalité, en fait, du banquet. C'est-à-dire qu'on voit très bien que dans le banquet, à la fois, c'est une fête, mais à la fois, il y a des fêtes dans la fête aussi. C'est-à-dire que tu as bien montré qu'il y avait des préparatifs qui sont déjà en tant que tel une fête, et à mon avis, qui est une fête aussi rétributive, donc pour aussi permettre aux personnes qui participent et de leur temps et de leurs moyens pour les nourrir et les remercier de ça. Donc j'ai vu qu'il y avait une question. Alors voilà, une question effectivement d'une archéozoologue. Donc je dis bonjour à Ginette Oxet, qui est archéozoologue donc à l'INRAP, et qui t'a posé une question. Je t'arrive à la lire sur le site. Oui, c'est tout à fait une question d'archéologue, ça. D'archéozoologue, on dit. Oui, absolument. Bon, alors, qu'est-ce qu'on ne consomme pas? Bah, j'ai un écho. C'est moi, j'ai enlevé mon micro. Voilà, c'est ça. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on ne consomme pas? C'est le massacre, enfin, plutôt la tête, on dit. Comment vous dites? Le crâne, c'est ça. Le crâne, donc ça contient les cornes, tout le crâne, la mâchoire. Le massacre, c'est que les cornes, hein, c'est ça. Donc, on ne consomme pas ça, évidemment. Alors, chez les animistes, par exemple, les Toraja en Indonésie, à Sulawesi, ou bien les Dayak de Bornéo, on les empile. On le faisait aussi chez les proto-indochinois autrefois, dans les maisons, devant les maisons, sur le portail, on empilait les têtes, les massacres, les crânes, quoi, de buffles, pour montrer la richesse, notamment de la famille qui était capable dispendieuse, qui était capable de sacrifier faire des grands festins comme ça, c'est l'équivalent. Donc, ils n'ont pas forcément de table, et ils mangent pas non plus les sabots, évidemment. La peau, on la récupère. Il l'utilisait, maintenant ils la vendent, je pense, mais je sais même pas s'ils la jettent pas maintenant. Là, pour le rejet, justement, il y a une question sur le rejet. Qu'est-ce qu'ils en font après? Oui, j'ai vu. Bah, qu'est-ce qu'ils en font? J'en sais rien. Alors, probablement les
les sabots, ils doivent les utiliser dans la cuisine, dans les restos sûrement, parce que, mais peut-être pas. Mais je pense que ça, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent. Donc autrefois on utilisait tout. Donc alors maintenant, comme une société plus développée, alors ils ont moins de, comme en France, les restes, tout ça on jette. Bon, avant on utilisait tout, on perdait rien. C'est un peu pareil, mais disons principalement ils utilisent pour l'abattage, donc ils utilisent les entrailles sont données à ceux qui sacrifient, c'est à eux, ils gardent, et puis parce que c'est les parties, le foie en particulier, le cœur, tout ce qui est tuyauterie à l'intérieur, et ça c'est pour ils font des soupes avec, hein, elles sont très bonnes d'ailleurs, et alors, ils les vendent ou ils les mangent dans leur famille, et puis la viande on l'utilise pour les cérémonies comme ça, les grands festins, que la viande. Alors la viande, vous avez vu, elle est coupée à la hache, n'importe comment, c'est juste des morceaux, il n'y a plus d'os, ils enlèvent tous les os, ils gardent que la viande, coupée en petits morceaux. Bon, ils ont plus beaucoup de dents aussi, hein, il faut quand même dire. Voilà. Alors, il y avait une autre question. Enseveli, bah non. Je l'ai jamais vu. Quelle relation entre l'endettement contracté, il m'a dit. Endettement contracté, il m'a dit, ah non. C'est-à-dire que là, on parlait d'endettement, financier là. L'endettement financier privé, si vous voulez, la dette privée contractée pour le fait qu'on n'a pas d'argent, ça coûte très cher, etc. Ou une dette morale vis-à-vis de gens qui aident, etc. D'accord. Bon, mais il y a d'abord le problème de la dette envers les divinités, envers les ancêtres. Cette dette-là, Pinda en Indie, je crois, a été traitée par Louis Dumont dans les années et Malamud, Charles Malamud dans les années 90 à l'EHSS de manière très très bien, dans un numéro spécial de Puro Sarta notamment, qui est très pertinent aussi pour l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire que dans le monde indien dont font partie les Jaouis et les Malais, parce qu'ils ont été cuits par l'Inde au 1er siècle, et avant l'arrivée de l'islam, et que ça reste très prégnant dans leur culture, on est avec une dette, non pas envers Dieu, mais envers les divinités et surtout les ancêtres. C'est-à-dire qu'on a une dette, c'est pas une dette, c'est on dépend d'eux, on est dans leur lignée, on n'est pas coupé d'eux. On a des comptes à rendre. Par exemple, Macron a du souci à se faire avec Napoléon. Là. Voilà. Donc, des comptes à rendre par rapport à au bon entretien du patrimoine, si vous voulez. Et comme on fait partie de quelque chose, on a un savoir-faire. Par exemple, un pratiquant de Dika, un joueur de musique, etc., ou un officiant de danse magique apprend évidemment son savoir-faire comme un artisan, comme un artiste, mais il est dans sa conception, il l'a reçu de son ancêtre, qui est l'ancêtre fondateur. C'est pas son ancêtre grand-père, c'est l'ancêtre fondateur de cette école, si vous voulez, alors quand c'est des chamans, etc. Donc oui, il y a une dette, elle est en permanence. Alors j'ai pas le temps de développer ici, voilà. Alors, attendez, je reprends. Le vent, le souffle et le masculin, absolument. Non, pas que le masculin, mais le vent amène les maladies. Donc, Madame Manrique, le mieux, c'est vous avez le film que je vous ai montré au début, un extrait. Alors, en fait, il parle de ça, il répond à ça. Qu'est-ce que le vent, qu'est-ce que le souffle, etc. Je réponds à tout ça dans ce film qui s'appelle Le Bambou Enchanté, qui est sur la YouTube ou OMDC. Ça s'appelle, la chaîne s'appelle dans les 2 cas Travaux d'ethnologie et d'archéologie. Donc, c'est en accès libre et vous pouvez aller voir le film gratuitement. Alors, il est soit en anglais, soit en français, voilà. Parce que j'ai pas le temps de développer, mais c'est très important ce que vous dites. Le vent, c'est en fait l'expression des ancêtres et des divinités, et ça apporte les maux, MAUX, ça apporte la maladie sur les hommes. Alors, pourquoi la mécanique, je l'explique dans le film. Les équivalences tête noix de coco, tête humaine, d'accord, transition insecticide censée par des fruits viandes. Ah, bien sûr, bon, la noix de coco, pourquoi? Parce qu'elle a une forme, évidemment, qui ressemble à une tête humaine. Alors, il faut savoir qu'avant l'arrivée des Européens, des colonisateurs européens et occidentaux, la technologie était essentiellement végétale, si vous voulez,
ils utilisaient bois le bambou principalement. Donc, dans la nature, des objets ronds, parfaitement ronds ou à peu près parfaitement ronds, et surtout toujours identiques. Une noix de coco, c'est pratiquement toujours la même taille. C'est incroyable. Donc, c'est standardisé un peu. Alors, ça n'existe pas vraiment quand on les fait à la main. C'est difficile de faire une boule, un cercle. C'est très difficile de le faire en le sculptant. Bon là, la ressemblance est évidente. Et puis, la noix de coco est associée à leur vie quotidienne depuis très très longtemps, depuis la préhistoire, puisque la noix de coco vient de Pacifique probablement, mais elle arrive par la mer, elle flotte. Et on en trouve sur toutes les plages. Et quand il y a, enfin, pour dire, quand il y a un cocotier dans un village, n'importe où d'ailleurs, pas dans un village, dans un endroit, même si c'est reculé, il y a eu, s'il y a plus, il y a eu des êtres humains, il y a eu un village. Car la noix de coco signifie la présence de l'homme. Et elle est utilisée, en tout cas pour les parties population malaise et littorale de Asie du Sud-Est, insulaire et continentale. Moins au Nord-Vietnam, il y en a, mais il y en a moins, évidemment, c'est importé au Laos, etc. Mais plus en Malaisie, c'est au quotidien, on utilise, c'est la base de la cuisine, quoi. On cuit dans le lait de coco, qui est une sorte d'huile, quoi, qui est très bonne, mais et puis on utilise par exemple, je dis ça correspond au liquide amniotique, le lait de coco, pas le lait, l'eau de coco. Le lait de coco, c'est obtenu avec quand on râpe les noix, qu'on les trempe dans de l'eau et ensuite on les presse à la main. Bon, la noix de coco venant tête humaine est attestée. Enfin, c'est l'analyse qu'en font par exemple Gregory Force pour l'île de Flores, un ethnologue canadien, c'est Bernard Selato pour Bornéo le dit aussi, etc. Il y a énormément de collègues qui alors évidemment, il n'y a pas un jour un manuscrit qui a dit au IIIe siècle, c'est la noix de coco vaut une tête humaine, c'est pas comme ça, hein. On n'a pas ces sources-là, nous on est obligé mais il y a tellement de faisceaux de concordance dans les rites, par exemple, qu'on doit le penser, quoi. Les funérailles. Est-ce qu'il y a des dépôts d'objets dans les tombes? Non. Alors là, on est dans un monde musulman, hein. Donc la tombe s'est creusée directement dans le sable, dans la terre. Il n'y a rien. Ils mettent juste un suaire blanc sur le mort. Je le sais parce que moi j'ai porté un cadavre d'imam. J'ai baigné le corps à la demande de ses fils, donc je le sais très bien. Enfin, je l'ai vu souvent aussi, mais je l'ai fait moi-même. On baigne le corps, ensuite on lui met un suaire blanc, on coud et on dépose le corps tel quel dans la fosse sur la terre. Et on met juste un espèce de une planche, quoi, pas une planche, comment on appelle ça, un truc là, une plaque de bois, contreplaqué ou autre, enfin pas à l'époque c'était des planches qui recouvre qu'on fait poser sur le fond de la fosse et on le repose sur le bord, ce qui fait que le cadavre est protégé un peu des débris qui tomberaient. Voilà. C'est juste pour protéger, qu'il soit pas écrasé, quoi. Et ensuite on rebouche ça donne un peu d'air, quoi. On rebouche sur le sable. La tombe, c'est uniquement de la terre ou du sable, et on met juste une pierre. Souvent c'est une pierre du quartz. Une pierre un peu jolie qu'on appelle bungo, bateau bungo, la pierre, il y a la pierre fleur, c'est du quartz en fait, l'équivalent, enfin, du gneiss ou de je sais pas quoi, un truc un peu, hein, vous y connaissez Si Bernard Selato, qui est géologue, était là, je me ferais disputer sûrement. Il dit, mais non, c'est pas du tout ça. Bon, donc genre de quartz, quoi, un truc qui brille un peu avec du mica ou je sais pas quoi, et soit joli, mais c'est une pierre plutôt blanche. Alors, parfois c'est moins, ils prennent ce qu'il y a, mais qui est pas très grosse, qui est grosse à peu près comme un crâne humain, et qui est posée, et puis il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas et surtout dans le monde musulman, et chez les Diaouis et les Malais en particulier, il n'y a pas il faut pas avoir de photo du mort, ni le culte de la personnalité, de même qu'on peut pas montrer Dieu en image, vous savez, on n'a pas le droit de le dessiner, de le photographier, ou de je sais pas quoi, de le représenter. Voilà, pas le droit de le représenter. C'est la même chose pour les morts. Alors, c'est difficile pour les deuils, mais c'est comme ça. Donc ils mettent rien dans les tombes, évidemment. En revanche, donc ça c'est une question pour Masquelier. En revanche, la question est pertinente parce que s'il n'y a pas de dépôt dans les tombes, il y a
souvent des dépôts sur la tombe. C'est-à-dire qu'il y a énormément de tombes qui sont des tombes dites de géants. C'est des anciens personnages charismatiques, historiques ou légendaires qui on met en terre, alors j'ai raconté ça dans un article paru en 98 au BFEO qui s'appelle Les derniers canons de Patani, qui est sur ma page Academia. Alors, c'est l'histoire du géant de Yaré, mais il y en a plein, en fait. J'en ai vu des dizaines de tombes de géants. Ça peut atteindre 5 mètres, 6 mètres. C'est-à-dire qu'en fait, on le met en terre, et puis on l'a mesuré, il fait 1 mètre 80, on le met en terre. La tombe fait 2 mètres, pour être bien. On le met en terre. Ah, c'est trop court, il a poussé. Donc, on ressort le corps, on recreuse d'une coudée, on remet le gars. Ah, ça a repoussé encore, la tombe est trop petite. Et on atteint comme ça 7 mètres, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres. Ces géants représentent en fait probablement l'importance qu'on leur donne. C'est souvent des génies, des héros culturels, des grands magiciens, des grands guerriers, un peu comme Superman, si vous voulez, comme des types qui font le chat, comment ça s'appelle, chat botté, comme le chat botté, qui sont capables de faire des trucs extraordinaires, comme Hercule, comme. Et d'ailleurs, il y a des tombes dans mon coin, il y a des tombes de Alexandre le Grand qu'on trouve aussi en Malaisie en nombre et en Indonésie, parce qu'il est très réputé, ce brave garçon. Alors, sur ces tombes de géants, mais parfois aussi sur les tombes normales, mais dont on sait que la femme ou homme était puissant. C'est exactement comme les saints en France, en Bretagne ou en Normandie. Raconté par comment il s'appelle Jean de la Varande, par exemple, dans Monsieur le Duc, où il y a tout le recueil, il a collecté en ethnohistoire toutes les processions qu'on lui a en Normandie en été, printemps-été. C'est incroyable, c'est de l'ethnographie, c'est la même chose. Ils viennent déposer des offrandes de monnaie, de petits billets, de choses comme ça sur la tombe, et viennent demander en échange, comme on demande à une divinité, comme on demande à un magicien, de gagner au loto, de faire en sorte que la voiture tombe pas en panne, que ma fille ait son diplôme, je sais pas, exactement comme chez nous, quoi. Ils viennent prier, quoi. Donc, oui, il y a des tombes, pas toutes, mais il y a des tombes qui ont des dépôts d'objets. Alors, ça peut être aussi des bâtonnets d'encens qui restent et puis leur sont respectés. Et les petites pièces de monnaie, personne ne les vole aussi. C'est vraiment réservé aux divinités. Si on les prend, on risque de gonfler. C'est comme quand on vole quelque chose à un paysan, quand il y a un marqueur caillé, un interdit avec un tabou qu'on appelle patay. Patang en malais, paté en diaouli, un tabou, quoi. Et si par exemple on a ils n'ont pas de pommes, mais ils ont des mangues, et où il y a un essaim à miel, et puis soit c'est à nous, soit c'est découvert dans l'espace sauvage, mais on a été le premier, donc on se l'approprie, on marque, on met dans le sol un marqueur caillé, une branche avec une brindille entre, ça fait une croix en fait, et un jonc ou une palme de cocotier, etc. Et si on transgresse quand c'est marqué, et qu'on voit que c'est marqué, et qu'on prend la mangue, on prend le miel, tout le monde a peur parce que le ventre va grossir, comme quand on vole une tombe en fait. Le ventre va grossir, c'est comme quand on rentre dans la grognerie, ou qui sont jamais fermés à clé, et où on conserve tous les objets précieux, les crisses, l'argent, l'argenterie, la porcelaine précieuse, parce qu'il y a des céramiques chinoises très très anciennes, des jarres qui valent très cher. Et l'argent aussi, les billets, on les garde là. Et c'est pas fermé à clé, mais les gens ils volent pas parce que c'est protégé par l'âme du riz aussi. Donc dans tous les cas, on a peur que le ventre grossisse, puis on explose comme la grenouille qui veut devenir comme le bœuf. C'est paf! Et donc ils ont peur de ça. Alors je précise quand même que depuis 10 ans, ces croyances, ces pratiques commencent à perdre de leur efficacité, c'est-à-dire que les voleurs commencent à aller dans les greniers à riz, donc maintenant ils mettent des cadenas et puis ils prennent des kalachnikovs pour se défendre. Mais c'était pas le cas avant. C'était le seul endroit où personne pénétrait. Donc le culte de l'âme du riz commence à battre un peu de l'aile. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Tu disais un truc au début, tu m'avais dit un truc qui m'a... c'était quoi ton... c'est la fête dans la fête en fait. Ah c'est ça, voilà, absolument. Alors voilà, juste pour relever le point, vous avez vu qu'on fait venir
Dans les photos, d'ailleurs, je pense toujours pas à montrer les photos. Alors, non, c'est dans l'autre sens. Là, là, c'était un mariage en 88. Ils allaient à dos d'éléphants avec des palanquins. Là, c'est un grand homme pauvre. Vous voyez, avec les murs de la maison en caille-fen, c'est du bambou entrelacé. C'est vraiment un pauvre avec des nattes. La maison est sur pilotis. Lui, c'est un chaman très célèbre. Là, c'est un chef un parrain qui est aussi un chef de canton, un shérif, quoi, de canton de plusieurs villages. Et puis là, c'est sa femme. Elles sont aussi assez, ouais, pas les énerver. Alors là, c'est une fois une fête des grands hommes. On l'avait fait au début de la fête dans une maison à l'écart, mais en fait, souvent ça se fait à l'extérieur. Évidemment, on picole. Là, on voit pas le buffet, on voit pas les femmes, on danse pas. Il y a pas l'orchestre encore, mais c'est juste, c'est l'apéro, quoi. Et puis donc là, c'est on l'avait déjà vu. Et puis dans le sacrifice alors c'est une vache là, l'omou. Là, c'est le coupage de la viande sur l'étal. Pour ceux qui seraient intéressés, je laisserai le PDF à Mathieu qui pourrait le communiquer. Là, c'est une séance de tatouage villageois. Alors voilà, ça c'est la réponse à ce que dit Mathieu, enfin la précision. Effectivement, dans la nuit, donc c'est entre 19h et 22h du matin que la préparation de la fête se fait pour un grand festin, quel qu'il soit, hein, qui mobilise plus ou moins tout le village. Alors, ça peut monter à 3000 personnes, donc tout le monde ne vient pas, mais pratiquement tout le monde vient à un moment ou à un autre, ils se relaient, etc. Et ils participent, ils aident. Mais c'est des sociétés holistes où on va rendre ce qu'on a reçu, c'est-à-dire qu'après, ce sera le mariage de ma propre fille ou la circoncision de mon fils, et donc les autres vont venir aider à leur tour, donc on rend comme ça. C'est la solidarité villageoise. C'est vraiment. Puis en plus, dans les villages, c'est des parentés étendues aussi. Il faut pas l'oublier. Hein. Ils voyagent peu, ils s'épousent de village à village. Il y a de l'exogamie, mais quand même, il y a de luxury-localité. C'est les femmes sont nées quelque part. C'est les maris qui viennent vivre avec. Donc finalement, c'est assez familial tout ça, même si la parenté est étendue. Et pour entretenir le moral des troupes. Et je vais m'arrêter là. On fait venir donc des bardes, on fait venir des orchestres, on fait venir des. Alors il y a eu un moment dans les photos, vous voyez, il y a une séance bon, là, côté des officiants. Voilà, là c'est une séance de Dika, un art martial malais Jawi, qu'on appelle Pencak Silat en Malaisie, en Indonésie, avec les films The Raid, etc. C'est exactement ça. Et c'est très efficace. Mais en même temps, c'est d'abord et surtout un culte des ancêtres. Et donc là, en l'occurrence, c'est dans une circoncision, c'est la famille de l'enfant circoncis, son père et son grand-père étaient des maîtres, donc ils doivent jouer, sinon ils tombent malades. Et puis c'est une manière, c'est un spectacle aussi, c'est des combats sympathiques, alors tout le monde vient assister, donc mais il peut y avoir du théâtre d'ombre, il peut y avoir d'autres formes de spectacles traditionnels qui servent en fait à remercier, encourager les gens qui travaillent, parce que c'est très pénible, le râpage des noix de coco, la préparation du riz, c'est des heures, il fait chaud, puis on est fatigué, donc c'est bénévole tout ça. Donc on remercie comme ça, et finalement c'est la vraie fête en fait. Et moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est le lendemain, j'arrivais crevé parce que toute la nuit j'ai observé, puis le lendemain j'observe les visiteurs, d'autres qui arrivent par milliers. Alors ils viennent. Ils s'assoient, ils disent pas bonjour ni rien, ils s'assoient, on les amène, ils disent rien, on les amène silencieusement à une table, alors ils s'assoient, sur la table il y a des bouteilles, maintenant ils mettent du coca, ils mettent de l'eau, avant c'était des trucs plus naturels, mais du riz, on leur ramène tout, ils mangent, alors quand ils ont faim on les resserre, s'ils en veulent 4 fois, 6 fois, on les resserre, hein. Et puis ils mangent bien, et puis ils se lèvent. Ils n'ont pas parlé, hein, leurs femmes. Et là, avant, les femmes mangeaient à part, maintenant, elles mangent avec, les enfants avec. Ils se lèvent, donc ça dure quoi, un quart d'heure ou une demi-heure. Ils se lèvent, ils partent. Et alors, il y a les grands témoins, c'est on appelle ça les gardiens, c'est le grand-père, la grand-mère, pas toujours, mais souvent. Il y a le père de la mariée, si c'est un mariage, et il y a la mère aussi, ou une dame. Donc, ils sont toujours deux. Et ils reçoivent les échos, les enveloppes, car on ne donne pas l'argent comme ça. On donne l'argent sous enveloppe. Alors évidemment, en mariage, à l'époque, c'était 20 bahts, c'était une somme déjà lourde pour les pauvres, mais pour les riches, ça peut monter à des fortunes. Et il faut qu'on le sache. Donc on remet sous enveloppe, puis après tout le monde sait qu'il a versé une somme énorme, et ils reçoivent du riz en riz gluant contre don, puis ils partent. En fait, ils reçoivent le riz gluant dans la petite marmite
que la femme, son épouse, a apporté en amenant du riz blanc pour aider. Du riz blanc cuit ou pas cuit pour aider. On amène du riz blanc et ils repartent avec du riz blanc qui porte bonheur. Voilà. Donc oui, la fête dans la fête, c'est surtout la veille en fait, et c'est surtout au village. Après, la journée même du festin, c'est pas très drôle quoi. Et c'est exactement pareil au Cambodge, au Laos, en Thaïlande, avec des différences dans le détail. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Je vous remercie encore de votre attention. Merci Pierre pour ton intervention.